Merci. L'Europe, hier, aujourd'hui et demain, waouh, en 10 minutes, on va essayer de faire du mieux possible. Merci à vous. Je propose de dérouler deux séquences dans le passé jusqu'à aujourd'hui pour d'abord parler du passé et de l'actualité, une séquence millénaire pour me rattacher à ce que Thierry Magnin va dire, et puis une séquence plus séculaire, en tout cas sur les 70 dernières années. La séquence millénaire, c'est celle de l'idée d'Europe. Ce n'est pas encore l'Europe. Pour Denis de Rougemont, un grand fédéraliste, régionaliste, un précurseur de l'Europe actuelle, l'idée d'Europe chemine dans notre continent depuis 28 siècles. Cette idée est pour la civilisation européenne une sorte de mythe. On va parler ce soir de la civilisation européenne. Un mythe puisé dans la haute antiquité grecque. L'Europe, selon ce mythe, se laisse interpréter en un double sens, celui de la réconciliation, après une ambition, un rapt contre nature. Ce sont des retrouvailles, l'Europe, des retrouvailles infinies entre les nations. Mais l'Europe aussi, c'est un endroit d'où l'on voit loin et large, c'est une ambition élevée. Et Denis de Rougemont évoque comment, au cours de ces 2 derniers millénaires, la conception d'une paix durable entre des nations qui s'ajusterait entre elles non pas sur la férule d'un tyran, mais par le droit, n'a cessé d'être portée par des figures prophétiques qui émaillent l'histoire européenne depuis le Moyen-Âge avec Podiebrad de Hongrie, Sully, Montesquieu, Rousseau, Kant, Proudhon, Victor Hugo et j'en passe. Nous sommes encore les héritiers de ces figures prophétiques quand nous défendons aujourd'hui les idéaux démocratiques de l'union dans la diversité qui viennent d'être évoqués, quand nous imaginons qu'ils ont une valeur universelle, et Thierry Magnin donnera des indications sur les raisons que nous avons de penser que ces valeurs sont universelles. Cette séquence millénaire prend fin avec l'appel célèbre de Robert Schuman, le 9 mai 50, qui va engendrer une institution politique complètement nouvelle, inédite dans l'histoire politique mondiale, la CECA. Et pourquoi cette CECA est une fin, en quelque sorte, de la séquence millénaire et un nouveau commencement de la séquence où nous sommes, parce que jusqu'au moment de la CECA et à partir d'elle, les nations européennes n'ont jamais été réunies que sous la férule d'une autorité hégémonique, tyrannique, contraignant leur liberté. Avec la CECA, et jusqu'au dernier des traités européens en date, celui de Lisbonne, se développe une conception libérale, démocratique, d'une union régie par le droit, un droit supranational, mais en même temps une union à laquelle on adhère librement. Et le dernier des traités, celui de Lisbonne, celui de 2009, on appelle traité les règles de droit qui nous réunissent, parachève cette dimension libérale en rendant possible la sortie de l'Union. Y rentrer n'est pas un engagement irrévocable. Le Brexit est un témoin paradoxal de l'innovation politique radicale en termes de relations internationales qui a commencé avec la CECA, celle d'un pacte de nations qui va beaucoup plus loin que la simple coopération. Elles se soumettent à un droit commun, elles partagent leur souveraineté, mais elles l'ont fait librement et elles peuvent s'en dégager librement. La seconde séquence est celle de l'Union européenne. Elle commence en effet avec la CECA, puisque les institutions de l'Union européenne, ce triangle de la Commission, du Conseil des ministres et du Parlement, était déjà présent. Il était en germe dans la CECA. Pour comprendre cette séquence qui nous conduit à aujourd'hui, il faut essayer de donner une interprétation aux 7 changements de traité, aux 7 changements du pacte fondateur qui ont eu lieu depuis 70 ans. On peut dire, et c'est au moins mon interprétation que je propose en tant que prospectiviste, que ces changements de traité ont été provoqués par des ruptures dans l'ordre géopolitique international. Cet ordre géopolitique dont va nous parler M. Costa tout à l'heure. Lorsqu'il y a des changements significatifs dans les rapports de force autour de l'Union européenne qui peuvent la contraindre, ou entre les pays de l'Union européenne, alors, après quelques délais, parfois longs, on est obligé de mettre à jour le pacte initial. C'est un changement du traité. Pour illustrer ce propos, je dirais que les 3 dernières ruptures
En 86, par exemple, c'était la fin de la guerre froide, a provoqué l'acte unique, c'est-à-dire la naissance du marché commun véritable. En 92, la réunification allemande a rendu possible et nécessaire l'union monétaire, l'euro, et le traité actuel, adopté en 2009, avec beaucoup de difficultés, notamment le non français, il marque le retour dans l'espace démocratique des démocraties populaires, donc un changement aussi très fort de l'espace géopolitique européen. La géopolitique provoque, mais ne détermine pas. Tout l'art du politique et des responsables politiques est de transformer la nécessité géopolitique en un idéal qui donne un sens au changement. C'est ce qui a fait c'est ce qu'ont fait si remarquablement Jacques Delors après Robert Schuman, mais ils ne sont pas les seuls, ils ne l'ont pas fait seuls. La politique, dans l'Union européenne, a pour vocation de transformer l'inéluctable, le nécessaire, dans le souhaitable, l'idéal. Nous pouvons maintenant nous tourner vers le futur. Il est clair que depuis quelques années, un nouveau changement géopolitique est manifeste, au point de menacer l'intégrité des institutions européennes. Ce constat, encore une fois, nous en parlera sans doute. De mettre en cause les acquis d'un modèle européen de société. Face à Trump, face aux visées impériales de nouvelles puissances étrangères, émergentes, non démocratiques, mais je dirais aussi face à une poussée migratoire qui a bien un caractère géopolitique inédit, l'Union européenne est pour la première fois sur la défensive et requiert de nouvelles protections. C'est notre situation, d'où le concept évoqué de souveraineté européenne ou d'autonomie stratégique européenne. On voit bien que les domaines où une mutualisation des capacités nationales, la poursuite du partage des souverainetés qui sont aujourd'hui prioritaires ne sont plus d'ordre économique et social. Ils sont d'ordre régalien, comme on dit, de l'ordre de la puissance centrale, politique étrangère, défense, santé, fiscalité. Le thème de la protection des frontières communes va s'imposer au prochain Conseil européen de jeudi prochain, du 24 juin. Mais comme il s'agit dans tout cela de la souveraineté nationale dans ce qu'elle a de plus radical, rien ne dit que le mode classique d'approfondissement de l'Union européenne que nous avons connu depuis 7 traités doivent prévaloir. On avancera par des réalisations partielles où la coopération intergouvernementale, ce qu'on appelle aussi la géométrie variable, risque de jouer un rôle prépondérant. Je termine en essayant d'être prospectiviste, c'est-à-dire en signalant ce que pourraient être les tests ou les épreuves décisives de cette nouvelle phase qui est déjà commencée et dans laquelle nous entrons justement par une vaste consultation sur l'avenir de l'Europe. Les 3 thèmes qui me paraissent être des épreuves ou des tests pour le visage de l'Europe du futur, c'est d'abord, le premier concerne la société civile et notamment les universités. Comment va-t-on maintenir le cap vers nos idéaux? Bien, je crois que la transition énergétique, le pacte vert, si imbriqué avec la relance économique, pourrait être l'occasion pour la société civile de faire pression sur les dirigeants européens pour que l'idéal l'emporte sur la nécessité à la faveur de la recherche d'un nouveau modèle de développement. Voudrons-nous seulement conjurer le défi climatique ou voulons-nous profiter de ce défi pour entrer ensemble dans un autre mode de croissance ou plutôt dans un autre mode de développement? Il y a un enjeu du même ordre pour la gestion collective des frontières, je ne le détaille pas. Le second test, c'est l'union est territoriale. Il sera beaucoup question de territoire aussi dans cette journée. Or, l'Union européenne n'occupe pas encore tout l'espace géographique où elle a vocation d'être un facteur de paix et de pacification, de réduction des inégalités. La tâche de l'élargissement n'est pas achevée dans les Balkans. C'est ce dont parle par exemple Thierry Chopin de l'ESPOL, mais c'est ce que vous verrez aujourd'hui à travers la dynamique des villes et des territoires, qui est plus large, parfois plus riche, plus civilisatrice même que celle des États. Enfin, le dernier test est celui du déficit démocratique. Souvent, on l'aborde sous la forme de l'insuffisante participation des citoyens. Et je crois qu'il faut maintenant l'aborder sous la forme de la possibilité du désaccord, de la dispute. Une vraie démocratie est ouverte aux conflits, aux incompatibilités, sans nécessairement éclater. Actuellement, dans l'Union européenne, lorsqu'on est vraiment fâché, on s'en va.
tu restes ou tu pars. Bien, nous avons besoin que nos institutions se transforment, notamment notre Parlement européen, notre Conseil européen, pour qu'il soit ouvert à la dispute, qu'il soit possible de se confronter sans nécessairement se séparer. C'est cela aussi. L'idéal de la démocratie, c'est aussi cela que signifie l'unité dans la diversité, pas seulement le fait de tirer richesse de la diversité, mais aussi le fait de pouvoir s'assumer ensemble différents. Je vous souhaite bonne poursuite de nos réflexions.